Amis du livre, bonsoir et merci d'être fidèles à votre émission Entre les lignes. Depuis le début de la saison, nous avons visité de nombreux univers littéraires, le conte, la bande dessinée, le récit et même le théâtre. Ce soir, je vous propose une émission spéciale poésie et pour ce faire, j'aurai grand plaisir à recevoir deux jeunes poètes bourrés de talent, Kessé Marc-Antoine Brou et Yanaka. Kessé Marc-Antoine Brou, bonsoir. Bonsoir, Eva. Soyez le bienvenu. Merci. Mes précieuses laudatives, c'est Oui. un recueil donc, de poésie. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes assez jeune, je ne dirai pas votre âge, mais j'aimerais vous demander la première des choses, qu'est-ce qui vous a fait aimer la poésie et pourquoi avoir décidé de vous y adonner? Pour moi, la poésie, c'est une rencontre vraiment merveilleuse, je dirais même une histoire d'amour, parce que c'est depuis la classe de 5e, au cours d'un cours de français sur la versification. C'est-à-dire, c'est le cours où on nous explique ce Les que c'est qu'un rimes. vers classique, exactement. Les pieds qu'il faut compter, les rimes, et franchement, ça m'a immédiatement plu. Et presque à la sortie de ce cours, je me suis mis à écrire. D'abord des vers classiques, ensuite des vers libres, en étudiant notamment Léopold Sédar Senghor. Exactement. Et quels sont les thèmes que vous abordez dans vos différents poèmes? Mes précieuses laudatives, comme son nom l'indique, c'est un recueil de louanges en fait. Et ces louanges-là sont adressées à l'Afrique d'abord, parce que je pense qu'il faut redonner confiance aux Africains pour leur permettre d'aller plus loin. Mais ces louanges sont aussi adressées à la femme qui campe au mieux toutes les émotions de l'humanité et aussi au Tout-Puissant, à l'être transcendant, Dieu tout simplement, parce que toutes les louanges doivent lui revenir. Alors, on va parler de ce poème-là parce qu'il résume, on dira, tout ce que vous avez dit. Il parle de l'Afrique, il parle de la femme, il parle de Dieu, parce qu'on dit que ce que femme veut, Dieu veut. Et ce poème, c'est « Femme africaine, ma mère ». Un de mes préférés d'ailleurs. Oui, je l'ai beaucoup apprécié également. Je pense que vous le lirez mieux que moi. C'est en ce jour mémorable, en ce jour tant célébré, que ces vers honorables de mon cœur sont libérés, afin de te magnifier en ce jour qui est le tien, pour enfin te glorifier, car le monde t'appartient. De toi il a pris naissance, femme africaine ma mère, le tout avec une aisance qui te vient de Dieu le Père. Et depuis la nuit des temps, tu prends soin de ton Afrique, de nous tous les fils du temps, du continent magnifique. Femme africaine, ma mère, sache aujourd'hui que je t'aime. À Dieu je fais ma prière, pour que par toi il nous aime. C'est là qu'est ta destinée, c'est pour ça que je t'admire, c'est pour ça que tu es né, ton image est à bâtir. Femme africaine, ma mère, toute l'Afrique te fête. Toi, la mère de mon père, à toi, maman, bonne fête. Très joli poème, mais qui en même temps est plein de sens parce que vous évoquez à mots couverts les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes africaines. Hein, comme vous dites, ton image est à bâtir, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, c'est louable parce que moi, j'aime bien vos poèmes. Déjà, première question avant de revenir sur les sens cachés qu'il y a dans ce texte. Quand ce poème-là tombe entre les mains d'un lecteur, qu'est-ce qu'il doit ressentir, qu'est-ce qu'il doit penser, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Pour moi, ce qu'il doit ressentir là, c'est de la fierté. Parce qu'avant tout, on s'adresse à des lecteurs qui sont ivoiriens d'abord, ensuite africains. Et donc là, c'est la femme africaine, la femme noire qui nous fait en fait, puisqu'elle nous donne la vie, elle nous berce, elle nous borde, elle nous fait grandir.
Donc pour moi, le lecteur qui lit ce poème doit se sentir fier d'être africain. Mhm. D'ailleurs, vous parliez des sens cachés. Au-delà de la femme africaine, c'est l'Afrique elle-même qui est chantée dans ce poème. Donc ce que je veux susciter, c'est de la fierté Mhm. dans le lecteur, afin de pouvoir se relever et d'atteindre ses objectifs. Parce que sans confiance en soi, on ne peut pas aller plus loin. Exactement. Il pleut sur paillé. Il y a énormément, enfin, 2-3 poèmes comme ça sur paillé. Vous y vivez? Oui, effectivement. D'accord, je comprends pourquoi ça vous inspire autant. Alors, il pleut sur paillé. Il pleut sur paillé. Est-ce que le tonnerre vient bien de gronder? Et pourtant, la chaleur est à son paroxysme. Nul ne semble inquiet. Ça, c'est de l'africanisme. On attend d'être envahi par l'eau pour bouder. Paillé ne semble guère redouter la pluie. Au contraire, la cité paraît s'animer. Seuls certains prévoyants ne sont pas à blâmer. Et moi, de mon cher balcon, je pense à autrui. Bientôt, le ciel se couvrit et subitement, un bruit, des gouttes, l'eau qui tombe faiblement, puis fortement. Ça y est, voilà, c'est l'averse. Il pleut sur paillé, une tonne d'eau se verse. On va marquer un point là. Est-ce que vous l'avez écrit ce poème-là sous une pluie? Ou c'était une inspiration postérieure? Non, ça démarre un jour de pluie. Mhm. Un jour de pluie, je suis à la maison, je regarde les gouttes tomber. Il faut dire que j'aime beaucoup la pluie. Ah, je remarque parce qu'après, il y a encore averse. Il Effectivement. parle encore de la pluie. Tout à fait. Oui. Mhm. Et donc, je suis à la maison, je suis à mon balcon, je vois la pluie tomber sur cette cité qui m'a vu naître et où je vis depuis toujours jusqu'à maintenant. Et les mots me viennent presque tout seuls. Mhm. Presque tout seul parce que j'aime beaucoup cette cité. Alors, Je la trouve très belle. Pour moi, c'est la plus belle d'Abidjan. alors c'est une ode à la pluie, c'est une ode à paillé. C'est à qui s'adresse, qui est l'objet de ces laudatives? Pourquoi choisir une ode à la fois à la pluie Mhm. et à la résidence paillée? Mhm. Et vous dites, on attend d'être envahi par l'eau pour bouder. Oui. J'ai toujours trouvé ça drôle parce que les Ivoiriens voient le ciel s'assombrir, ils continuent leurs activités tranquillement, ils sentent même quelques gouttes tomber, rien, On entend le tonnerre gronder. et toujours rien, mais quand la pluie s'annonce réellement, là tout le monde se met à courir comme si c'était une grande surprise, alors qu'en général, elle ne vient pas toujours aussi subitement. Averse, c'est également, enfin, celle-là, elle est plus facile à définir, donc c'est une ode à la pluie, Oui. pas à tout pailler. simplement. Que belle, pardon, est paillée sous son voile. Oui. Mhm. Bien, ce poème-là, c'est un poème qui est en miroir par rapport à Il pleut sur paillé. Ces deux poèmes sont des ballades, donc en 3 strophes. Mhm. Mais on passe de la pluie à l'harmattan, avec sa brume et son brouillard. Et là encore, c'est un autre charme de la cité qui se révèle. Lequel? Celui de paillé sous son voile qui est fait de brume et de brouillard. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce voile de paillé? Ce qu'il a de particulier, c'est que justement, dans le poème, on découvre ce voile-là au moment de l'aube. Mhm. Donc en fait, la beauté de paillé se révèle peu à peu. On passe de quelque chose de caché à quelque chose de brillant, de lumineux. C'est un quartier, Paillé, c'est pas une commune. Hein. Non, Ah, je pensais que vous auriez pu briguer donc, le poste de maire, parce que votre amour pour cette commune-là, ça fait plaisir à voir en tout cas. Alors finalement, le poète, tout l'inspire. Tout l'inspire, je dirais. Oui, La oui. pluie qui tombe sur son quartier, qui l'inspire. C'est mon avis. Pour moi, un poète, un vrai, peut se laisser toucher par les causes les plus nobles et les plus difficiles à défendre, comme par les plus petits détails. Un regard, un sourire, ou alors une génération à faire, Mhm. à encourager, une génération à mettre debout. Ça peut partir de tout, pourvu que ça vienne de Même soi. d'une fourmi noire, sur Ah un oui. acacia. Ah oui. Oui. Ce poème-là, Fourmi Noire, je l'aime particulièrement parce que c'est le seul poème que je trouve drôle. J'espère que le lecteur aussi Oui, c'est pour ça que rira. je me suis arrêtée là-dessus. Ah, objectif atteint avec vous alors. On va lire donc la première strophe. Fourmi noire, sombre fourmi sur la branche de l'acacia, noir insecte sorti du ventre de l'Afrique. Ta teinte blême recouvre tel un fascia, ton lait infime être à peine macroscopique.
Pourquoi une fourmi vous inspire et vous décidez d'en faire un poème? Au-delà de la fourmi, est-ce qu'il y a une comparaison avec un autre élément qui m'aurait peut-être échappé? Et parce qu'il y a beaucoup de non-dits, c'est aussi ça l'art du poème, c'est que on habille donc les problèmes de la société d'un voile, on les maquille, on le dit joliment, si bien que quand on est fixé uniquement sur l'esthétique de la chose, le fond peut nous échapper. Est-ce que c'est le cas avec ce poème? Bon, en général, je n'oriente pas toujours le lecteur. Je le laisse découvrir la beauté du texte et interpréter de 1000 manières différentes. Mais ce n'est pas faux de dire qu'il y a un sens caché à chaque fois. Parce qu'ici, ce que je veux décrire, c'est des sentiments qui naissent en nous devant de petites choses que l'on aime, mais qui parfois nous blessent, mais qui font partie de notre environnement et avec lesquels on doit vivre. C'est-à-dire que le personnage de Fourmi Noire se fait piquer par une fourmi alors qu'il est dans ses jeux. Donc je suppose que c'est un enfant. Il joue sur un acacia, il se fait piquer par une fourmi. Mais ça fait partie de son jeu. Les fourmis faisaient partie de son jeu. Et là, il se plaint de la fourmi, mais le lendemain, il reviendra à l'acacia pour jouer. Exactement. Et c'est tout le charme de la vie, ça. Très bien. Monsieur Kessé, nous sommes déjà à mi-chemin, donc vous le savez, il y en a d'autres de vos collègues poètes qu'on doit recevoir dans quelques instants. En tout cas, précieuse laudative, très belle laudative. Et j'aimerais vous demander, vous faites du slam? Pas vraiment, je m'y suis essayé pendant ma jeunesse et c'est un de ces textes-là que j'ai reporté dans vous devriez continuer parce que je trouve que vous avez une très belle élocution. Vous clamez vos textes avec beaucoup de maestria et je pense que le slam c'est fait pour vous. D'autant plus que vous avez de très beaux textes, une très belle voix. Je vais m'y remettre. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, dernier mot face à la caméra. Ce que je peux dire, c'est que Mes Précieuses Laudatives, c'est une part de moi. C'est mon premier recueil, il est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et comme je l'ai dit tout au long de l'entretien, je veux, par ce recueil-là, réveiller l'Afrique. Parce que je pense que nous manquons beaucoup trop de confiance en nous. Nous devons nous relever et aller de l'avant. Et pour ça, en lisant Mes Précieuses Laudatives, on peut découvrir que notre continent est beau, que la femme qui est près de nous, fille, mère, sœur, est belle. On peut reprendre confiance en nous et aller de l'avant, viser plus haut. Yanaka, bonsoir. Merci de votre présence. Vous succédez dans ce siège donc à Kessé Marc-Antoine Brou. Votre recueil qui nous occupe aujourd'hui, c'est Exode moral. Première question, pourquoi ce titre? Où est partie la morale? Exode moral a plusieurs sens, mais le sens principal est laissé au choix du lecteur. D'abord, dans Exode moral, il faut comprendre un voyage à l'intérieur de soi, puiser en soi toute la force, toutes les ressources intérieures pour résister, pour mieux voir la vie, pour la vivre autrement. Exode, c'est un voyage. Moral, c'est un voyage vers la morale, une élévation d'esprit vers les vertus. C'est en même temps, comme la sémiologie le montre, une invitation à un silence pour une méditation sur la vie, comprendre ce qui est essentiel et puis comprendre les leçons qu'il faut tirer. 3 parties donc pour cette œuvre. Oui, dans les 3 parties, il y a d'abord une poésie didactique qui s'appelle Écharde. La deuxième, c'est la poésie lyrique et la troisième partie, c'est la poésie satirique. On va commencer avec la première partie, donc Écharde. Et puis moi, je me suis arrêtée sur le poème 3. Et l'homme créa Dieu
à son image. Ouais, et l'homme créé à Dieu à son image. Qui m'a fort intriguée parce que à la fin quand on découvre l'œuvre, je me dis, mais où est-ce qu'il va ce Yanaka? Parce que le Dieu que vous dépeignez dans cette œuvre-là n'est pas celui que moi je connais personnellement. Je trouve que vous y allez un peu fort. Et puis à la fin, vous dites, voilà le portrait du Dieu qu'à son image l'homme a créé et non celui qui, à son image, a créé l'homme. Parce que l'homme, à vous lire, réinvente Dieu et se fait une image de Dieu qui correspond peut-être mieux à ce qu'il fait. L'auteur ou l'écrivain est un observateur de la société humaine, de la société. Et c'est son rôle de décrire ce qui se passe, c'est son rôle d'inviter la société ou les hommes à faire attention à beaucoup de choses. Ce texte a été beaucoup médiatisé parce qu'il a malheureusement coïncidé avec cette avalanche d'attaques terroristes, etc. Il peint le fondamentalisme religieux, il peint l'intolérance religieuse, il peint les déviations humaines attribuées à Dieu. Vous allez lire donc la 5e strophe, un Dieu avide d'offrandes. Un Dieu avide d'offrandes, de quêtes et de dîmes détournées. Un Dieu qui n'est ni celui de la Bible, du Coran, ni de la Torah. Un Dieu qui fait l'apologie de l'évangile de la prospérité. Un Dieu dictateur qui ne donne guère à ses ouailles le choix. On continue. Un Dieu qui bénit les attentats à la bombe sans repentance, qui promet vierge au paradis après des attentats kamikazes, qui motive au culte de la violence, qui ne parle que de crimes dans ses moindres phrases. Donc c'est ce Dieu-là que les hommes se sont créés. Un Dieu autiste, malade d'une grave cécité doublée de surdité, à qui pour parler il faut obligatoirement des cris hors normes. Voilà le portrait du Dieu qu'à son image l'homme a créé et non celui qui, à son image, a créé l'homme. Donc, comme je l'avais dit dès le départ, c'est en tant qu'observateur de la société, de l'expression de la foi faite, tissée d'erreurs, de superstitions, de fondamentalisme et de toutes sortes de déviations, de toutes parts, j'ai peint un peu cette problématique sociale pour interpeller, pour que cela puisse produire aussi un changement social. Vous vous interrogez également à de nombreuses reprises sur le poète. De quoi est-ce qu'il souffre? Qui il est? Pourquoi il écrit? Cette interrogation vous tient à cœur? En fait, ça me rappelle un peu le livre, l'un des passages d'un texte de Victor Hugo, La fonction du poète. Le poète qui est mal compris, pourtant le poète que je présente comme un prophète méconnu, il y a une désaffection même sociale de la poésie, une représentation sociale péjorative de la poésie qu'il était bon de souligner et de relever. La vocation d'un auteur ou d'un écrivain, c'est, comme le disait le professeur Seribaï dans son œuvre Porteur d'espoir, c'est d'aider son peuple à s'orienter vers, dans les sociétés humaines considérées parfois comme des jungles. C'est pourquoi il étudie le monde, pour connaître les lois, pour que ces lois soient profitables à ces sociétés et permettent le bien-être social. Alors, la relation entre le poète et la société est une réflexion qui a été portée par plusieurs auteurs. Je les présente comme des prophètes méconnus, des personnes qui portent un message qui n'est pas vraiment écouté. Dans cette partie, je pose des problématiques existentialistes. C'est pourquoi la première partie de ce texte, de ce livre, porte sur une poésie didactique, des problématiques existentialistes, des problématiques qui portent sur l'expérience humaine. Très bien. Et le deuxième chapitre, donc la deuxième partie, Immaculée Confession, oui. C'est cette fois-ci des poèmes lyriques. Oui, des poèmes lyriques. Alors, j'ai fait une belle introduction avec un texte de Platon, qui est extrait de son œuvre Le Banquet, où il y avait l'hymne à l'amour, où il dit « L'amour communique aux hommes les dons qu'il possède lui-même, le bon et le beau. Il est le charme de la société humaine. Il est le bien et le charme de la société humaine, l'objet d'admiration du désir des hommes et des dieux, l'auteur de tout plaisir, le consolateur de nos peines, le guide de notre vie, le bienfait dont tout mortel doit chanter les louanges. » Alors, dans cette partie,
l'auteur ou le poète chante ses amours les plus féroces et ses amours qui l'habillent de haillons. Alors, l'avantage de la poésie dans cette partie lyrique, c'est qu'on est dans l'émotion. Le poète exprime ses émotions, sa relation avec l'amour. Et vous parlez donc du fruit défendu, notamment un amour posthume même. En attendant le jour de ma mort, là, le poète peint la fragilité de la vie. Ça me rappelle un classique espagnol, Francisco de Quevedo, qui avait cet art de décrire la fragilité de la vie. Vous savez, c'est pourquoi il y a une invitation dans parce que ce texte il est beaucoup métaphysique. C'est pourquoi il y a une invitation à la méditation sur la vie, c'est parce que dans l'exercice de nos activités, dans nos actes quotidiens, souvent on fait peu attention à ce qui est essentiel ou à certaines choses qui peignent la fragilité de la vie. Alors, en attendant le jour de ma mort, c'est un peu ça, et ça me rappelle en même temps un texte d'Almighty à l'époque qui a parlé du jour de ma mort. Il y a certains artistes qui en parlent aussi. Comme La Fouine, par exemple. La Fouine également. Il y a aussi des peintres qui expriment beaucoup cette fragilité de la vie dans leur art, dans leur création, etc. Donc, c'est l'une des missions aussi de l'auteur de parler aussi d'un aspect de la vie qui est la mort. Exactement. Qui est-elle? C'est un poème que j'ai apprécié, le 8e de la 2e partie, page 43. Qui est-elle finalement? Mais qui était, c'est le lecteur qui pourra répondre. La question reste posée parce que quand j'ai vu qui est-elle que j'ai lu, j'imaginais avoir la réponse. Finalement, elle peut être tout le monde. On matérialise la personne qu'on aime, l'être aimé à la fin de ce poème. Ce texte m'a été inspiré en lisant beaucoup Victor Hugo, Esmeralda, Notre-Dame de Paris. Vous voyez, c'est plus le style d'écriture. En fait, dans ce texte, il y a certes le message, mais je mets plus l'accent sur le style d'écriture. Vous allez voir par exemple dans Intimité de Muse. Il y a certains qui ont lu ce texte, ils m'ont dit « mais toi tu es diabolique ». Il y a certains qui disent que tu es un profanateur. Mais dans ce texte, il y avait un test à faire au niveau de l'éclatement d'oxymore qui a fait la beauté de ce texte. Dans l'appréciation, bien la présentation manichéenne de la vie à travers la coexistence des contraires. Vous m'avez même reçu sur ce plateau pour présenter Le pouvoir de la vanité. Il y a quelques années. Et c'est toujours dans ce concept-là, disons, dans cet esprit que j'écris en présentant... Sur les vices triangulaires des hommes. Oui, les vices triangulaires et aussi la conception manichéenne de la vie et le cycle de vie, la naissance, la croissance et le déclin. Donc voilà un peu ce qui m'habite lorsque, dans l'inspiration, j'écris, c'est beaucoup sur des problématiques existentialistes. Très bien. Troisième et dernière partie, nos larmes contre leurs armes. Cette fois, on est plus dans la satire. Oui, là, c'est la satire. Ça pose la problématique de la conscience de la crise et de la crise de la conscience. Donc, c'est un poème, c'est une partie satirique et ça me permet de me souvenir d'un texte de Léopold Sédar Senghor qui disait que notre noblesse nouvelle n'est pas de dominer notre peuple, mais d'être sa bouche et sa trompette. N'est pas de pète les terres, mais comme le grain de millet de pourri dans la terre. N'est pas d'être à la tête de notre peuple, mais d'être son rythme et son cœur. Donc, c'est ces problématiques que je présente. J'ai même fait une phrase, une citation introductive de Jean-Marie Adiafi qui présente 3 générations. Il a dit, chez nous en Afrique, la première génération a été celle des héros bâtisseurs, des héros libérateurs. Nkrumah, Nelson Mandela. La seconde génération, quant à elle, dort maintenant sur les lauriers de l'héritage de la première, sans tag et sans réclame. C'est la génération des héros fatigués, privés d'inspiration, neuves que pour renforcer leur pouvoir personnel et la poche de leurs amis. C'est la génération du copinage, l'époque des faquins, des coquins, des coups d'état sanglants, de militaires sanguinaires, des dictateurs ubers. Point de suspension. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais là, c'est une poésie satirique qui a été influencée, dont le style d'écriture a été beaucoup influencé par Jean-Marie Adiafi et aussi Victor Hugo lorsqu'il, dans ses poèmes, dans sa poésie engagée, chatouillait un peu Napoléon, etc. Dernière question.
Après avoir écrit donc, ces poèmes de la troisième partie, quel genre de héros Yanaka veut que les Ivoiriens ou les jeunes d'aujourd'hui soient? Vous avez posé une très belle question qui me permet de mettre en valeur un des livres du professeur Seri Bailly qui s'appelle Porteur d'espoir. Et dans ce livre, il décrit la démocratisation de l'héroïsme. L'héroïsme n'est pas ceux qui accomplissent des actes extraordinaires ou des actes épiques, mais c'est ceux dans les conditions ordinaires qui accomplissent des actes extraordinaires. Par exemple, une dame qui arrive pendant la crise à nourrir ses enfants, ou bien disons une dame malgré tous les impôts qui peuvent lui prendre au nez. Voilà, qui lui prend au nez, qu'elle endosse, arrive à aller au marché, à nourrir ses enfants, etc. C'est ça l'héroïsme en fait. Ce n'est pas des actes extraordinaires, de personnes extraordinaires, mais c'est des personnes effacées qui chaque jour, dans des conditions ordinaires, posent des actes extraordinaires. C'est ça le vrai héroïsme et je partage cette vision du professeur Seri Bailly sur la démocratisation de l'héroïsme. Très bien. Merci beaucoup Yanaka. Exode moral, c'est votre recueil de poésie, en 3 parties, on l'a dit, qui intéressera, ma foi, tous les amoureux de ce style littéraire. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette émission spéciale Poésie avec nos 2 poètes, Yanaka et Kessé Marc-Antoine Brou. En tout cas, ce sont des œuvres que je vous recommande vivement pour tous les amoureux du genre et ceux qui veulent également le découvrir. Merci encore une fois pour votre fidélité. Nous étions à l'Institut français, plus précisément à la bibliothèque. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission avec à la tête Anissette Aouman. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20 h sur RTI2 pour un nouveau numéro de votre magazine littéraire Entre les lignes. En attendant, le dernier mot revient à notre invité Yanaka. Merci à tous les auteurs qui me font beaucoup de retours, beaucoup de critiques, beaucoup de remarques pour l'amélioration dans l'amélioration de mes productions dans ma modeste carrière d'écrivain. Alors, il y a 3 ouvrages qui sortent. Une œuvre collective, point d'interrogation, avec Yeni Djidji, Cédric Machal Kissi, Malika Ouattara et Sikeli. Il y a un deuxième ouvrage, Démocratie, qui est un roman qui sort également. Alors, je continue mes dédicaces dans les librairies.